Bienvenue dans l'univers du mystère. Bienvenue dans les histoires de crimes réels, où nous explorons les affaires criminelles les plus terrifiantes et énigmatiques à travers les décennies. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'une des affaires les plus complexes et mystérieuses de l'histoire criminelle moderne, l'affaire du Zodiac Killer. Ce tueur n'était pas un criminel ordinaire, mais une personnalité complexe entourée de mystères psychologiques, et ses crimes se distinguaient par une manipulation mentale unique. Rejoignez-nous pour explorer les détails fascinants et les événements intrigants qui ont transformé cette affaire en une énigme qui continue de troubler le monde. En décembre 1968, par une nuit froide d'hiver, une petite ville de Californie baignait dans un calme habituel. Ce soir-là, les jeunes Betty Lou Jensen, 16 ans, et David Faraday, 17 ans, décidèrent de passer un moment tranquille ensemble, loin de l'agitation de la ville. Le lieu idéal pour cela était la route Herman Road, connue des habitants pour sa tranquillité et son isolement, attirant les jeunes couples. Le ciel était parsemé d'étoiles, et l'air frais apportait une sensation de confort, ce qui rendait le moment parfait. Mais dans l'obscurité environnante, des yeux les observaient. Un individu étrange attendait le moment propice pour agir selon son plan soigneusement préparé. Le lendemain matin, la ville fut secouée par un choc. Un passant remarqua une voiture garée sur le bord de la route et s'approcha par curiosité. Ce qu'il découvrit était terrifiant. Le corps de David Faraday gisait près de la voiture, tandis que Betty Lou Jensen était étendue à quelques mètres de là, comme si elle avait tenté de fuir avant que la mort ne la rattrape. La scène était choquante et pleine de mystère. La voiture elle-même n'avait pas été déplacée, et il n'y avait aucune preuve évidente de vol. Il était clair que l'objectif n'était pas l'argent. Ce qui était encore plus déroutant, c'était que la scène de crime était complètement dépourvue de toute preuve matérielle, pas d'empreintes, pas de traces de pas, ni même d'indices indiquant une résistance. Ce mystère plongea la police dans l'incertitude. Le crime était-il aléatoire, ou les jeunes avaient-ils été spécifiquement ciblés? Avec l'absence de preuves, trouver des réponses à cette énigme devint un défi. Les habitants, qui vivaient dans une sécurité et une tranquillité apparentes, se retrouvèrent confrontés à une nouvelle réalité. Les rues, autrefois animées, commencèrent à se vider le soir, et les mères commencèrent à craindre de laisser leurs enfants sortir la nuit. Ce crime marqua le début d'une série d'événements mystérieux qui resteraient gravés dans leur mémoire pour toujours. 6 mois après le premier crime, le 4 juillet 1969, la ville se préparait à célébrer l'Independence Day. Les feux d'artifice illuminaient le ciel, et les sons de la musique et des rires remplissaient l'air. Mais tandis que les habitants profitaient de l'atmosphère festive, un coin sombre, loin du tumulte, cachait une histoire totalement différente. Darlene Ferrin, une jeune femme de 22 ans, décida de passer cette nuit avec son petit ami Michael Majo, âgé de 19 ans. Ils choisirent un endroit calme appelé Blue Rock Springs, un lieu prisé des couples recherchant l'intimité. Ils étaient dans leur voiture, regardant les feux d'artifice au loin, inconscients du danger qui approchait. Soudain, une voiture inconnue s'arrêta derrière eux. Les phares brillants de la voiture les éblouirent un instant. Un homme sortit du véhicule, portant une lampe puissante, et dirigea la lumière vers eux. Au début, les deux pensèrent qu'il s'agissait d'un policier venu vérifier leur présence dans cet endroit isolé, mais rapidement, les comportements étranges de l'homme commencèrent à susciter l'inquiétude. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, l'homme sortit un pistolet et commença à tirer sur la voiture. Michael fut gravement blessé mais réussit à survivre. Darlene, quant à elle, subit des blessures fatales et mourut avant que de l'aide n'arrive. Les enquêteurs arrivant sur les lieux remarquèrent de nombreuses similitudes avec le premier crime, un lieu isolé, l'absence de toute preuve évidente, et la disparition de l'assassin sans laisser de traces. Michael décrivit l'agresseur comme un homme blanc, de forte corpulence, portant des lunettes. Il se déplaçait calmement et avec assurance, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Avec la diffusion des nouvelles concernant le deuxième crime, la peur commença à s'emparer encore plus profondément des habitants. Les gens se demandaient, le tueur était-il le même dans les deux meurtres? Si c'était le cas, quelle serait sa prochaine étape? Quelques semaines après le deuxième crime qui secoua la ville, de nouveaux développements apportèrent encore plus de mystère à l'affaire. 3 journaux locaux reçurent des lettres manuscrites irrégulières, mais contenant des détails précis sur les crimes. L'auteur des lettres, signé Zodiac,
semblaient manipuler tout le monde. Les lettres n'étaient pas de simples confessions, elles étaient accompagnées de codes et de symboles mystérieux. Le tueur exigeait que ces symboles soient publiés en première page de chaque journal, menaçant de commettre davantage de meurtres si ces demandes n'étaient pas satisfaites. Ces lettres représentaient un véritable défi pour la police et le public. Comment quelqu'un pouvait-il commettre de tels crimes horribles, puis les utiliser comme un moyen de manipulation? La police travailla jour et nuit pour déchiffrer les messages, mais la surprise vint d'un endroit inattendu. Un couple ordinaire, Donald et Helen Hardin, parvint à déchiffrer le premier code. Le message révélé par les symboles était terrifiant. « J'aime tuer des gens. Cela me procure une excitation indescriptible. » Cette déclaration ne reflétait pas seulement la mentalité du tueur, mais signalait aussi une forme de manipulation psychologique qu'il souhaitait imposer à tous. Le message était rempli d'arrogance, comme si le tueur disait « Je contrôle le jeu, et vous ne pourrez pas m'arrêter. » Les psychologues appelés à analyser ces messages signalèrent que le tueur souffrait probablement d'un complexe de contrôle et de reconnaissance. Il voyait ces crimes comme un moyen de renforcer son sentiment de puissance et de prouver qu'il était au-dessus de tout. Pour la police, les messages n'étaient pas seulement des indices, mais faisaient partie d'un jeu psychologique beaucoup plus vaste. À mesure que les informations sur les messages se répandaient, le public commença à ressentir un mélange de terreur et de curiosité. Les messages contenaient des détails précis non rendus publics, ce qui convainquit la police que l'auteur était le tueur réel. Pourtant, il y avait un sentiment croissant que le tueur cherchait à jouer avec les esprits de tous. Chaque nouveau message laissait une empreinte psychologique, non seulement sur les victimes, mais aussi sur ceux qui suivaient l'enquête. Tout le monde se demandait, que se passerait-il ensuite? Les messages envoyés par le tueur n'étaient pas seulement un moyen de confirmer ses crimes, mais aussi des fenêtres ouvertes sur son esprit perturbé. Chaque mot, chaque symbole dans ces messages visait à transmettre un message clair: « Je suis ici, et je contrôle le jeu. » Pour la police, les messages n'étaient pas seulement des preuves criminelles, mais un défi psychologique nécessitant analyse et interprétation. Les psychologues consultés conclurent que le tueur souffrait d'une obsession du contrôle et qu'il voyait ces meurtres comme un moyen de prouver sa supériorité. Il utilisait les codes pour manipuler, non seulement la police, mais aussi le public. Les messages étaient remplis de défis implicites, comme pour dire « Essayez de m'attraper si vous le pouvez ». Mais le plus grand défi résidait dans le déchiffrement des codes. Malgré son expérience, la police se retrouva face à une énigme nouvelle. Ces symboles exigeaient l'intervention d'experts en cryptographie, mais même avec cela, le tueur était toujours un pas devant eux. Cela compliquait encore l'affaire, chaque nouveau message ajoutant une couche de mystère supplémentaire. Pour la société, ces messages augmentaient leur sentiment d'impuissance. Les habitants devenaient de plus en plus nerveux, et des rumeurs circulaient sur l'identité du tueur. Certains pensaient qu'il était un génie caché, tandis que d'autres croyaient qu'il vivait une vie des plus ordinaires, rendant sa prévision encore plus difficile. Il devint évident que le tueur cherchait à contrôler toute l'enquête. Chaque message était une tentative de garder son nom sous les feux de la rampe. La police travaillait sans relâche, mais à chaque étape, il semblait que le tueur était toujours un coup d'avance. Les messages n'étaient pas seulement des outils de communication, mais des instruments psychologiques destinés à maintenir tout le monde dans un état de peur et d'attente. Peu à peu, les enquêteurs comprirent que l'arrestation de ce tueur ne reposerait pas uniquement sur des preuves traditionnelles, mais aussi sur une compréhension plus profonde de ses motivations psychologiques et de sa façon de penser. À mesure que les enquêtes avançaient et que de nouveaux messages apparaissaient, il devint clair que le tueur n'était pas un simple tueur en série, mais qu'il savourait l'idée de manipuler tout le monde. Chaque message qu'il envoyait n'était pas seulement un défi, mais une tentative de renforcer son sentiment de supériorité. Les messages démontraient qu'il planifiait avec soin, choisissant ses victimes, ses moments et ses lieux de manière à rendre presque impossible la tâche de la police. Les enquêteurs commencèrent à comprendre que les messages et les codes n'étaient pas seulement une partie des crimes, mais aussi des outils de manipulation psychologique. Le tueur cherchait à se positionner en acteur principal dans ce jeu complexe. Un expert en psychologie, appelé pour analyser son profil, le décrivit comme un homme obsédé par le contrôle, cherchant à attirer l'attention par tous les moyens. Mais les messages n'étaient pas seulement des moyens de manipulation,
Ils étaient aussi une façon de communiquer avec le public, ce qui leur donnait un double danger. Le public devenait de plus en plus nerveux, et des rumeurs circulaient sur l'identité du tueur. Certains pensaient qu'il pourrait être un membre de la police ou de l'armée à cause de sa précision, tandis que d'autres croyaient qu'il menait une vie parfaitement normale. Avec le temps, les messages devenaient de plus en plus complexes. Le tueur savait que la police et le public tentaient de déchiffrer ses codes, ce qui l'incita à intensifier les choses. Ces derniers messages portaient des menaces directes, suggérant qu'il continuerait à tuer si ces codes n'étaient pas publiés, mettant ainsi une pression énorme sur les journaux. La décision de publier les codes souleva une vive controverse, mais elle offrit à la police une chance supplémentaire de comprendre les motivations du tueur. Au fil du temps, alors que les messages continuaient d'affluer, il devint évident que cette affaire n'était pas seulement une série de meurtres, mais un jeu psychologique complexe. Le tueur ne se contentait pas de tuer, mais utilisait les messages comme un moyen d'inspirer la terreur et de contrôler l'enquête. Chaque message était une nouvelle déclaration, marquée par le défi. La police poursuivait ses efforts pour déchiffrer les messages et comprendre les motivations du tueur, mais chaque nouvelle piste les conduisait à un mystère supplémentaire. Les enquêteurs remarquèrent que le tueur était extrêmement habile dans sa planification, et qu'il savait éviter de laisser des indices. Cela augmentait le découragement au sein de l'équipe d'enquête, car chaque nouvelle étape semblait mener à une impasse. L'affaire du Zodiac Killer n'était pas simplement une série de meurtres, mais un défi constant aux capacités de la police et de la société. Comment aborder une personnalité aussi complexe? Et quelles leçons peut-on en tirer? Partagez vos réflexions. Ce n'était que le début de l'histoire du Zodiac Killer, un tueur qui défia la police et la société avec ses messages mystérieux et ses actions terrifiantes. Alors que nous restons dans la première partie de cette histoire à analyser les débuts de l'affaire et leur complexité, nous continuerons à explorer avec vous dans les prochaines parties les enquêtes fascinantes concernant les meurtres et les messages qui ont semé la terreur dans les esprits de tous. Que pensez-vous de ce début? Croyez-vous qu'il y a une chance de découvrir un jour les secrets du tueur? Nous aimerions connaître vos analyses et vos opinions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Rejoignez-nous pour la deuxième partie des histoires de crimes réels avec plus de détails passionnants. Merci de nous avoir suivis.